Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de Pièces et Main d'œuvre. Bonjour, bienvenue sur Floraison. Vous écoutez On ne naît pas anti-industriel, on le devient, le deuxième épisode de la série Face au monde machine, un entretien technocritique au long cours avec les Grenoblois de Pièces et Main d'œuvre. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, on vous conseille de le faire pour une meilleure compréhension. La semaine dernière, nous avions fait connaissance avec PMO et aujourd'hui, c'est leur méthode de travail que nous allons découvrir, c'est-à-dire l'enquête critique. Bonne écoute. L'enquête, je connaissais l'enquête, j'avais accès à l'enquête de plusieurs façons, la pratique de l'enquête. Bon, d'abord d'un passage de 2-3 ans chez les Mao, entre 70 et 73, puisque l'un des grands essais du président, c'est contre le culte des livres, et où il explique aux camarades qu'il faut sortir des livres. Alors, il y a tout un tas de métaphores, hein. Il faut descendre de cheval et enquêter sur la réalité. Et c'est très très précis, très détaillé, où il explique comment il faut enquêter, enfin bon. Et évidemment, dans le but de connaître la réalité, et dans le but de te lier aux masses. Tu enquêtes auprès des masses. Tu vas voir les gens, tu fais des petites réunions, tu leur parles, tu leur poses des questions, tu donnes ta liste de questions, les gens te parlent, et puis ils parlent de plus en plus, ils élaborent et tout. Toi, tu prends des notes, il faut prendre des notes, il faut les prendre toi-même, comprendre ce qui se passe. Bon. Et après, ce qu'ils t'ont dit, tu le synthétises. Et ça te permet de renvoyer vers les masses, de faire l'épreuve de ce que tu as cru comprendre, de vérifier auprès des masses que tu as bien compris ce que les masses disaient. Oui, le problème, c'est les impôts, le problème, c'est ceci, enfin bon. Et de fabriquer des mots d'ordre. Bon. Et en fait, ce que j'ai découvert beaucoup plus récemment, c'est que Mao n'avait pas découvert ça. Ça lui venait de l'école de Chicago, de l'école de sociologie pragmatiste, un sociologue américain, un sociologue philosophe qui avait fait des conférences en Chine et qui était quelqu'un de très connu en Chine, à tel point que Mao a été à une de ses conférences et il était chargé de prendre des notes. Donc son savoir n'était pas tout à fait un savoir indigène. Et moi-même, ayant vécu à partir de 72 dans une communauté où il y avait beaucoup de chercheurs, enfin, il y avait 2 couples de chercheurs en économie, des gens qui travaillaient à l'Institut régional d'économie et de planification. Et comme j'étais d'une curiosité maladive, je lisais leurs rapports de recherche. Et crois-moi, quand à cet âge-là, tu lis des rapports de recherche, c'est que vraiment tu es capable de lire n'importe quoi, même le bottin. Et je discutais avec eux. Je trouvais que c'était pas très bien écrit, leur truc. Il y avait la notion de recherche systématique qui a été complétée ensuite pour moi par la pratique du journalisme, puisque j'ai été journaliste. J'ai été reporter et j'ai fait des enquêtes. Donc l'enquête, je pourrais te faire l'étymologie du mot, enquête, quérir, question, inquisition. Bon, en gros, enquêter, c'est chercher. Il y a des méthodes d'enquête, des méthodes journalistiques, sociologiques, philosophiques. Il y a des champs d'enquête. Je ne vais pas le développer maintenant. Bon. Mais l'enquête te permet au moins de sortir de la subjectivité, en partie, et de reprendre contact avec la facticité des choses, et avec le monde réel, hein, pour s'épargner le jargon, quoi. Et donc, on s'est lancé dans l'enquête sur l'endroit où nous habitions. Juste pour compléter, dire que quand on commence à pratiquer l'enquête, enfin, si on est curieux et un peu motivé, il y a une espèce de satisfaction assez rapidement à l'idée au fait qu'on arrive à mettre ensemble des éléments qui semblaient épars ou incohérents jusque-là, et en fait on arrive à établir des liens.
Et ça commence à devenir extrêmement stimulant quand on fait ça. Et ça peut être un engrenage, attention, hein, parce que quand on commence... Tu fais des puzzles. C'est un vrai plaisir intellectuel. Et que ça soit des enquêtes... actuelles par exemple sur l'origine du virus ou bien sur tel laboratoire de neurotechnologie à Grenoble, ou que ça soit des enquêtes qui remontent dans le passé, l'enquête historique, où tu arrives à reconstituer des faits soit qu'on t'avait pas enseigné, soit qu'on avait dissimulé. Enfin, je pense notamment à de l'histoire locale sur la question de l'électricité, mais on va y arriver. Il y a une espèce de jouissance, de compréhension qui est vraiment stimulante, et à ce moment-là, en effet, on arrête de subir. C'est vraiment une thérapeutique pour le coup, hein, pour les gens qui sont déprimés. S'il y en a parmi nos auditeurs, on leur conseille. Tout d'un coup, on reprend la main, en fait. Le fait d'ordonner la réalité permet de faire qu'elle nous agresse moins. Parce que ce qui nous agresse, c'est le manque de sens, me semble-t-il, très souvent. Les choses nous tombent dessus, on ne les comprend pas. On est dans la réaction immédiate. Dans le chaos de l'information permanente. Voilà, on est dans le réflexe. Nous, on propose de faire un pas de côté pour aller plutôt vers la réflexion, et l'enquête le permet. Comment on fait ? Matériellement, concrètement, tout fait ventre. Nous, on a été énormément dans des réunions scientifiques, dont Grenoble n'est pas avare, puisqu'il y a un pétrissage de l'opinion permanent. On va y venir. On fait vraiment du teasing depuis tout à l'heure. Bon. Je ne sais pas comment on dit en français, mais cette ville est une ville qui doit sa prospérité aux technosciences, et donc elle s'emploie à faire en sorte que l'opinion soit bien convaincue du bien fondé de la chose. Donc, il y a 20 ans, notamment, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais il y a 20 ans, il y avait toutes les semaines des programmes de conférences scientifiques, de vulgarisation, comme ils disent. Donc, c'était un bon moyen déjà de commencer. Oui, c'est de la com, hein, mais c'était un bon moyen de commencer à justement à voir qui sont ces gens, de quoi ils parlent, quels sont leurs labos, de comprendre un petit peu leurs sujets de recherche, leurs travaux. Ensuite, il y a énormément de publications qui sont faites. La Chambre de commerce publie son journal, les labos publient leurs journaux, le CNRS a son journal. Et puis ces gens-là étant très contents de ce qu'ils font, ce sont les meilleurs ambassadeurs, ils décrivent ce qu'ils font. D'ailleurs, on n'a jamais été pris à défaut sur les faits qu'on donnait scientifiquement, essentiellement parce qu'on les cite eux-mêmes. Donc, ils auraient eu mauvaise grâce à renier ce qu'ils avaient dit eux-mêmes, quoi. Ensuite, la presse, toutes sortes de presse, les livres, les archives. Alors puis maintenant, il y a Internet. La question d'Internet, c'est-à-dire que on aurait fait ça, ce travail-là, il y a 50 ans, on l'aurait fait avec les outils de l'époque. Bon, en gros, ceux que je viens de dire, qui étaient à peu près déjà là. Et vivant à l'époque d'Internet, on se sert d'Internet aussi. Parce que ça devient difficile de faire autrement, et que maintenant, beaucoup de choses sont sur Internet et ne sont plus disponibles dans la vie réelle, matérielle. Mais, alors ça c'est compliqué, c'est une petite parenthèse, mais on a un usage d'Internet qui est celui de gens qui sont des lecteurs de livres et de journaux. Autrement dit, on n'a pas l'usage d'Internet qu'ont les gens qui cliquent. C'est compliqué d'expliquer ça, mais souvent je dis que nous, on a un usage analogique du numérique. C'est-à-dire, c'est une manière de faire des requêtes, par exemple, pour chercher et trouver des documents, qui est plus inspirée de la fréquentation des archives que de Google. Et ça donne, à mon avis, des résultats plus intéressants, souvent. Bon, enfin, à discuter. Mais on a mis la main sur des choses de façon totalement... qui paraîtraient très bizarres, je pense, à des internautes moyens, quoi, habitués à Google, quoi. Bon, et tout ça, ça devient une matière première. En gros, c'est le passage du chaos au cosmos, du désordre à l'ordre. Nous sommes plongés en dehors de l'assaut à la sensibilité, il y a l'assaut au sens. Les gens sont perdus. Nous sommes perdus. Nous vivons dans un chaos, un bombardement d'informations perpétuelles par tous les médias, avec l'accélération des moyens technologiques. Et les gens n'arrivent plus à faire sens, parce qu'avec une rotation des flashs d'informations
tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, un clou chasse l'autre, et l'effondrement des grands systèmes explicatifs, religieux, communistes et compagnie, les gens sont perdus. Et je crois qu'ils souffrent aussi de cette perdition, beaucoup. Et quoi qu'il en soit, nous, ce qu'on a fait, c'est partir du chaos et du désordre apparent, de saisir un fil et de suivre le fil conducteur, le fil d'Ariane, pour essayer de reconstituer l'ordre caché derrière les apparences chaotiques. Et donc, en te livrant à l'enquête, la recherche, tu saisis ce fil et petit à petit, tu remontes ou tu saisis des pièces éparses et tu commences à les assembler. Et donc, qu'est-ce que tu fais faisant ça? Eh bien, tu fais l'anatomie de la société industrielle, par exemple. C'est comme si tu ramassais un os en Sibérie. Tu ramasses un fémur et tu reconstitues un mammouth. Et tu dis, ah, c'est comme ça qu'étaient les mammouths. Ou je ne sais pas quoi, ou d'autres... Bon. Eh bien, nous, on s'est saisi de pièces éparses et on a reconstitué l'anatomie de la société industrielle à partir de là où on était. Ça, c'est très important. À partir de là où on était. Je te laisse poser ta question, mais un petit retour en arrière, là, c'est de John Dewey qu'il s'agit. John Dewey, vraiment un type bien, sociologue de l'école de Chicago, enfin fondateur de l'école de Chicago, le courant pragmatiste, un homme de gauche très très important dans les 50 premières années du XXe siècle, le remède à l'extrémisme. Il a soutenu Trotsky contre Staline, alors qu'il avait vraiment rien à faire de toutes ces histoires. Il a fait partie du comité qui soutenait la commission d'enquête, la commission d'honneur qui soutenait Trotsky contre Staline en expliquant que non, Trotsky n'était pas hitlérien. Il a eu un débat avec Trotsky sur la fin et les moyens, qui a été publié sous le titre « Leur morale et la nôtre ». Où vraiment c'est un type bien, c'est que pour Trotsky, la fin justifie la moyen. Tout est bon pour aboutir à la révolution prolétarienne et à la dictature du prolétariat, etc., etc., etc. Pour Dewey, non. Dewey, c'est un sociologue bourgeois, si tu veux, mais on ne fait pas n'importe quoi. On fait de l'enquête. On n'a pas des théories et des doctrines a priori. Et il est pragmatique, c'est-à-dire qu'il modifie sans cesse. Les résultats bougent, la société bouge, donc il modifie sans cesse. Ouais, il s'adapte. C'est un pédagogue en plus. Et il a été faire des conférences en Chine. Et après s'être confronté à Trotsky, il s'est confronté à Mao, mais il ne le savait pas, puisque Mao, à l'époque, c'était juste un merdeux d'étudiant qui se radicalisait, quoi. Et qui ne savait pas très bien encore s'il était marxiste ou quoi. Voilà, fin de la parenthèse. On n'a pas de théorie a priori, on en a quand même une qu'on accepte de modifier avec ce qu'on découvre. Tout le monde a une théorie du monde. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie? Une théorie, c'est précisément une vue ordonnée. C'est ça le sens du mot théorie en grec. Une théorie, c'est par exemple la théorie des bateaux, des navires qui vont à Délos porter des offrandes aux dieux. Et ces bateaux, ils ne sont pas rangés dans n'importe quel ordre. Il y a le plus grand devant, le moyen derrière, le tout petit à la fin, ou l'inverse. Il y a un ordre de rangement. Une théorie, la théoria en grec, c'est la contemplation. Mais pas la contemplation du chaos, la contemplation du cosmos, la vue ordonnée. Voilà, donc tout le monde, même les petits-enfants de 3 ans, ont des théories sur d'où viennent les enfants, sur le papa, sur la maman, sur tout ça. Ils ont des théories spontanées. Mais après, ils vérifient leurs théories. Vers la puberté, par exemple. Bon. Et ils procèdent à des amendements et ils changent de théorie. Donc la théorie, elle est évolutive et elle ne peut pas être autrement qu'évolutive. Une théorie qui n'évolue pas, qui s'ossifie, ça devient un dogme.
Là, pour le coup, c'est autoritaire. Les théories ne sont pas autoritaires. Ceci dit, c'est vrai qu'on insiste là-dessus, sur le fait de partir des faits pour aller vers le théorique et non pas l'inverse. Parce que bien souvent, dans les milieux politiques et militants, on voit bien l'effet de la formation inverse, hein, c'est-à-dire qu'on a une théorie et puis on essaie de l'appliquer sur les faits, quitte à modifier cela. Nous, on a vraiment la posture inverse, et ce qui m'a fait dire plusieurs fois qu'on ne naît pas anti-industriel et technocritique, enfin, pour reprendre ces termes, on le devient. Et que nous, comme tout le monde, on a été à l'école où on nous a enseigné les bienfaits des sciences et technologies, et qu'on a cru, évidemment, très longtemps. Moi, j'ai adhéré à cette idée que les sciences étaient émancipatrices, l'idée des Lumières, dans ces Lumières-là en tout cas, parce que j'ai découvert après que c'était plus nuancé que ça, mais bon, moi, on me l'avait enseigné comme ça, et j'ai cru à ça pendant très longtemps. Jusqu'au moment, comme je disais tout à l'heure, où contemplant ma ville, j'ai bien été obligée de me poser des questions. Ma ville et le monde, hein, évidemment. J'ai bien été obligée de me poser des questions, et me posant des questions, et en commençant à enquêter un petit peu, à réviser le jugement que je portais d'un point de vue, alors pour le coup, théorique. Et à ce moment-là, le doute s'insinue, et on commence à interroger la mission civilisatrice et bienfaitrice des technosciences. Donc, il faut être capable de réviser effectivement ces idées, ces opinions, devant les faits et la réalité. C'est la réalité qui parle, en fait. Et c'est comme ça qu'on devient anti-industriel. L'enquête, c'est ce qui te permet, ça c'est important, l'enquête, c'est ce qui te permet de passer, mais c'est comme ça que ça doit être, du concret à l'abstrait, du particulier au général, et des faits à la théorie. C'est dans cet ordre-là que ça marche. Du local au global. Du local au global, etc. Bon. Et les gens qui ne font pas ça sont condamnés à errer. Et si par hasard ils tombent juste, eh ben c'est par hasard. Et ça ne dure pas. C'est parce qu'ils profitent de l'acquis de ceux qui ont cherché avant eux. Et que tu as une persistance de réalité pendant un moment. Bon, ça répond plus ou moins en fait à la question que j'avais. Peut-être juste pour préciser la chose, c'était de savoir dans ce travail d'enquête, comment vous travaillez ce lien de causalité entre des faits qui peuvent paraître au départ éloignés les uns des autres, et comment vous vous prémunissez d'une lecture paranoïaque, c'est-à-dire partir, je sais pas, d'une subjectivité, et de récupérer ces faits pour valider cette subjectivité. En fait, je pose cette question pour essayer de distinguer ce travail d'enquête que vous faites avec la tendance, par exemple, la lecture conspirationniste des choses. La démarche, c'est de suivre le fil chronologique en essayant de le saisir le plus haut possible, et donc de faire des histoires, de faire de l'histoire. Tu sais que le premier livre d'histoire attribué à Hérodote d'Halicarnasse, ne s'appelle pas l'histoire, il s'appelle l'enquête. Parce qu'en grec, c'est le même mot. Faire enquêter, c'est historier, si je peux me permettre ce néologisme. Hérodote voyage et interroge les gens, va dans les temples, parle aux vieux, etc. Prend des notes et écrit son enquête, qui est le premier livre d'histoire. Il est considéré, suivant le cliché, comme le père de l'histoire, Hérodote. C'est la méthode, c'est la voie, méthode grecque. Méthode, ça veut dire voie, hein. Rien de plus. C'est le chemin qu'on a tâché de suivre, de partir, par exemple à Grenoble, des origines de la société industrielle à Grenoble, de voir ce que c'était avant et ce que c'est devenu. Alors, la question que tu poses, c'est oui, mais comment vous pouvez être sûr que vous faites la distinction entre l'enquête et l'illustration? Comment vous pouvez être sûr que vous ne sélectionnez pas simplement des éléments pour illustrer votre thèse a priori? C'est ça la question que tu me poses. Évidemment, on a des a priori. Le simple fait d'enquêter sur ce sujet
Après tout, les sujets d'enquête se choisissent également, même s'ils se présentent à toi et s'imposent à toi. Tu les adoptes ou tu les refuses. Le simple fait d'enquêter à partir d'un chagrin sur ta ville, ta vie, ton monde, etc., évidemment, peut orienter l'enquête. Elle peut orienter dans le sens de il faut qu'il y ait un responsable, un coupable, tout ça ne tombe pas du ciel. Bon. Mais ce que t'apprends également l'enquête, c'est l'esprit critique. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas mentionné jusqu'à présent et qui est vraiment un argument énorme en faveur de l'enquête, c'est que l'enquête enclenche un processus d'auto-éducation. Et tu te rends intelligent. Moi, je fais partie des gens qui ne pensent pas que l'intelligence soit innée. Je pense que, pour le coup, ça fait partie des choses acquises. On ne va pas chipoter, on ne va pas rentrer dans les... Bon. Eh bien, l'intelligence, elle naît, elle croît, elle se développe en utilisant l'organe de l'intelligence qui est le cerveau. En cherchant, en te posant des questions. Et donc, la pratique de l'enquête critique permet de développer ta pensée, tes facultés, ta maturité intellectuelle, philosophique, sociologique, tout ce que tu veux, de faire des vérifications et ainsi de suite. On a quelques garde-fous, mais c'est drôle parce que je dirais que cette question-là, il y a 20 ans, elle ne se posait pas. C'est vraiment parce que a émergé ce monde bizarre qu'on qualifie de conspirationniste et qui est en fait ultra critique, un produit direct des réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est ? C'est des gens qui cliquent et qui font suivre. C'est pas du tout des gens qui mènent des enquêtes, qui travaillent justement à leur esprit critique, etc. C'est l'inverse de ce qu'on fait. Alors, 2-3 petites idées comme ça. D'abord, on n'est pas venu de rien, on a des prédécesseurs. Il y a des gens qui ont évidemment étudié, enquêté et théorisé aussi sur la société industrielle, qui ont raconté d'autres histoires avant nous, et qui sont nos compagnons de pensée, et qui sont aussi des guides, quelquefois. On n'est pas non plus né comme ça de rien, au contraire, on s'appuie beaucoup sur les livres et l'histoire et les anciens. Ensuite, même Dante, quand Dante descend aux enfers, Virgile lui sert de guide. Voilà, mais on a d'assez bons guides, je crois, qui nous ont été utiles à bien des égards. Ensuite, on a quand même une rigueur de ce qu'était autrefois, je pense, l'enquête journalistique. On vérifie toujours nos informations, on les croise, on les soumet à la contradiction, jusqu'à être certain que ce qu'on écrit peut être écrit et cru. Et encore une fois, on n'a jamais été pris à défaut sur des problèmes factuels. Quand on ne sait pas, on le dit. Quand on a des doutes, on le dit. Enfin, on est, je crois, assez rigoureux quand on énonce des faits. On source tout. Enfin bon, ça va, la note de bas de page, elle prend assez de place dans nos publications. Donc chacun peut aussi vérifier, faire le travail, remonter le chemin inverse, et éventuellement aller dénicher d'autres choses qu'on aurait laissées en chemin. Enfin bon. Ensuite, je disais tout à l'heure, on fait des liens. C'est en partie comme ça qu'on se rend intelligent. Alors au début, c'est pas facile quand on commence. Maintenant, évidemment, avec le recul de 20 ans, il y a des choses qui nous sautent aux yeux, qui nous viennent facilement, on fait tout de suite les repérages, etc. On a acquis évidemment des liens qu'on fait, enfin des choses qu'on repère facilement. On a acquis des évidences. Oui, des évidences, voilà. Mais au départ, elles n'étaient pas là, ces évidences. Donc, maintenant, dans des choses qui arrivent de la matière brute, on arrive plus vite et plus facilement à distinguer le trait saillant, le point qu'il faut creuser, etc., ou le nom qui nous rappelle quelque chose, et ainsi de suite. Et c'est d'ailleurs là que, quand je disais tout à l'heure que c'est stimulant,
Là, il y a des moments où c'est vraiment génial, parce qu'il y a un côté ludique, c'est-à-dire que quand tu lis un article du Monde où on t'explique, je sais pas, tel biologiste, etc., tu sais que lui, tu l'as vu il y a 15 ans. Ok. La mémoire, évidemment. Maintenant, on a une forme de mémoire, hein, mais qu'on a constituée. Et peut-être qu'une des manières de procéder... Vous savez, il y a ce truc pensée classée. C'est l'idée que la matière brute, on a essayé de l'ordonner un petit peu, mais avant même d'écrire ou de la mettre en forme, avec des thèmes. Et quand on trouve une information, on va la ranger avec les autres qui se rapportent au même thème. Et ça aide évidemment à faire des liens ensuite et à corroborer des informations. Donc, on est quand même loin de la démarche paranoïaque qui consiste à dire bien sûr, tout le monde sait que tout ça, ça vient de je sais pas quel groupe. Du nouvel ordre mondial. Quel groupe secret. Non. Nous, on a toujours nommé les gens, expliqué d'où ils venaient et pourquoi on s'intéressait à eux, quelle était leur fonction exacte. En plus, on parlait d'abord de gens d'ici. C'était pas un obscur comité quelque part dans le métavers. C'était le directeur du laboratoire ceci ici qui avait dit ça, et parce qu'ils avaient touché tant d'argent qu'on avait pu identifier, qui servait à financer telle recherche, et ces recherches, on les retrouvait à un autre endroit qui nous intéressait parce que ça avait abouti à telle application, mettons. Ça, c'est de l'enquête basique, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas de complot. On a toujours dit, il n'y a pas de complot parce que très souvent, comme je le disais tout à l'heure, ils sont très contents de ce qu'ils font, ils le disent eux-mêmes. Mais souvent, on ne s'en rend pas compte. Tous, on est bombardés ou on passe à côté des choses, on les voit. Mais même nous, j'ai un souvenir précis qui me revient, c'est très étrange. On a enquêté suffisamment sur Minatech, l'inauguration donc, de ce centre, premier pôle européen des nanotechnologies, inauguré en 2006 à Grenoble. Donc on avait enquêté depuis 3-4 ans sur ce que c'était que les nanotechnologies, le nanomonde, et ce que ça allait produire comme mutation anthropologique, on peut dire. Donc quand arrive Minatech, on connaît notre sujet. Enfin, je veux dire, on a suffisamment travaillé. On peut expliquer aux gens pourquoi on pense qu'il faut fermer Minatech et pas l'ouvrir. Et on passe à côté d'un truc, et on le découvre 5-6 ans après. Bon, c'est compréhensible parce que l'inauguration, les jours de l'inauguration de Minatech, c'était un peu brutal et un peu mouvementé, donc on était un peu occupés. Mais on découvre quelques années après que le jour même de l'inauguration de Minatech, il y a une réunion qui se tient dans le bureau du directeur du CEA et de Minatech, avec le neurologue vedette de Grenoble qui s'appelle Halim Louis Benabid, qui est l'inventeur des électrodes qu'on met dans le cerveau des Parkinsoniens. Et que ce jour-là, ils discutent du fait que Benabid veut mettre les nanotechnologies au profit de ses recherches et qu'il veut qu'on lui crée une clinique expérimentale du cerveau qui a utilisé les nanos et qui sera créée en 2012, qui s'appelle Clinatech. C'est drôle parce que même nous, on passe à côté de ces choses-là au moment où elles se passent, mais parce que avant de comprendre qu'il y a un sujet, comme ils disent les journalistes, il faut avoir accumulé suffisamment d'indices. Mais comme on essaye de garder les traces des choses, après, on peut y revenir. Et quand on commence, juste après Minatech, à s'intéresser aux neurotechnologies, aux implants, aux interfaces homme-machine, etc., et qu'on se rend compte que ça se fait aussi à Grenoble, alors le jour où on tombe sur l'article qui dit « mais il y a une réunion dans le bureau au CEA entre les patrons, etc. », c'est pas un complot. Ils l'ont dit eux-mêmes, cet article, on l'a trouvé dans leur journal. Et là, tout s'éclaire. Mais c'est pas un complot, c'est une logique. Oui, c'est une logique. Mais du coup, on comprend... Eux, ils parlent pas de complot, comment fonctionne le logiciel. Voilà. Et on comprend comment fonctionnent les prises de décision. Évidemment que ces gens-là décident dans des bureaux et où ils discutent, il n'y a personne qui est là, sauf qu'ils le racontent dans leur journal après. Alors bon, tant pis pour eux. Hein. Évidemment que ça se passe comme ça. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est de le raconter, de le mettre en lumière. C'est déjà public. Oui, mais c'est en tout partie. Est public. C'est-à-dire que le secret, maintenant, n'est plus dissimulé, il est exposé. Il est exposé, mais il est exposé parmi tellement d'éléments que tu as du mal à discerner quel est l'élément pertinent, celui auquel il faut faire attention. Donc, il y a très, très peu de choses qui sont vraiment secrètes.
Pour te donner un exemple, je suis incroyablement frappé de ce site en Russie, là je ne me souviens pas son nom, mais qui balance des agents du FSB ou du site Bellingcat au Royaume-Uni, qui arrive à dire le gradé qui a donné l'ordre de tirer sur telle ville en Ukraine s'appelle machin, voilà, oui, bon. C'est-à-dire qu'en fait, les gens laissent plein de traces, les ordinateurs sont de plus en plus puissants, et donc pour des gens qui n'ont que ça à faire, tu peux exposer beaucoup de choses, tu peux reconstituer beaucoup de choses. Donc il y a très très peu de complots du pouvoir ou des polices, etc. Il faut vraiment que ce soit tuer quelqu'un, tu vois, mais on tue rarement les gens. Et par définition, on ne les connaît pas. Bon. Mais en revanche, il y a énormément de commissions. Il y a des commissions à huis clos, des commissions ouvertes, des commissions parlementaires, des commissions internes, machin, où on se retrouve avec des représentants de l'économie, des syndicats. Et toi, tu n'as que 24 heures par jour. Comment toi, simple citoyen, tu vas faire pour suivre toute l'actualité et sélectionner l'élément pertinent? Enfin, c'est impossible. Et donc, la conscience du désastre est toujours en retard sur le désastre, par définition. Alors les Grecs aussi, qui décidément ont tout dit, avaient un mot pour ça. Ils disaient l'oiseau de Minerve se lève au crépuscule. La chouette, l'oiseau de la connaissance. Il se lève à la nuit. Eh ben oui, trop tard. Hein, toujours trop tard. Mais sur l'enquête, je voudrais dire encore quelque chose, c'est on a une des choses les plus frustrantes pour moi depuis le temps qu'on en parle, le nombre de fois où dans une causerie ou dans un débat on nous a dit mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui serait important, bon. On disait aux gens faites de l'enquête, c'est ça qu'il faut faire. Ah ouais mais j'ai pas le temps, je fais partie de plein d'assos. Donc les gens, ou de collectifs, c'est-à-dire que les gens ne font pas, ils font partie. Au mieux, ils consentent à venir une fois par mois, faire partie d'un public, dans un lieu, comme ils disent, un lieu alors alternatif, citoyen, je sais pas quoi, collectif bien sûr, équitable, tout ce que tu veux, inclusif maintenant. C'est pour ça que nous on n'est plus dans les lieux. Les lieux inclusifs, c'est ceux dont tu te fais exclure le plus facilement. Et donc... Et donc, bon, ils se retrouvent une fois par mois, ils mangent du taboulé, une tarte aux légumes, ils écoutent l'invité du jour, après ils disent « Ouais, non, je ne suis pas trop d'accord avec ton truc, je sais pas quoi ». Bon, et puis rendez-vous au mois prochain, puis les tenanciers de ces lieux se transforment en espèce de programmateurs. On a fait venir truc, on a fait venir machin, on a eu bidule, etc. Enfin bon... avec un peu de chance, tu vends quelques bouquins et tu as des apartés avec des gens avec qui tu peux enfin discuter après la réunion. Ou que tu revois le lendemain matin et tu prends un café avant de reprendre ton train parce que ceux-là sont vraiment intéressés. Et ils ne font pas la seule chose qu'ils devraient faire, qui est d'enquêter à partir de là où ils sont pour à leur tour se rendre intelligents et rayonner au lieu d'absorber. Tu vois ? Donc d'acquérir leur autonomie intellectuelle, leur autonomie... l'enquête critique, c'est ce qui te permet, dès que tu sais lire et écrire, c'est-à-dire à partir de 14 ans, de te rendre intelligent par toi-même, d'enquêter par toi-même. On l'a dit je ne sais combien de fois, je pense qu'il y a des gens qui ont essayé à leur façon, bon, ils n'ont pas non plus forcément ton CV, tu vois, mais je crois qu'il y en a qui ont essayé. Et alors récemment, il faut croire que ça sert à quelque chose, puisque récemment... On a vu apparaître des gens qui reprenaient notre terme d'enquête critique. Alors, on ne va pas les dénoncer, mais il y en a un qui a fait un site et qui vend maintenant des prestations pour expliquer aux gens comment se former en enquête critique. Les gens sont tellement plus malins que nous. Bon. Il faudrait aussi faire une glose sur ce que signifie le mot critique. Parce qu'on dit toujours enquête. On l'utilise beaucoup, donc oui. c'est l'occasion.
Critique, c'est toujours du grec, hein. Tout le vocabulaire philosophique vient du grec. Et tu n'as pas besoin de savoir le grec pour le savoir, il suffit d'avoir un dictionnaire étymologique. Le krisis en grec, c'est le moment du tri, la crisis. C'est le crible. En fait, le mot le plus proche en français, c'est le crible. Si tu prends le dictionnaire étymologique, tu vas voir excrément, crise, critique, qu'est-ce qu'il y avait déjà ? Critères aussi. Critères, crime, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu as un vocabulaire, tu as un buisson sémantique extraordinaire qui jaillit de cet étymon de crisis en grec et qui pousse au fil des siècles, bien sûr, au fur et à mesure que la pensée s'élabore et a besoin de mots nouveaux pour nommer les choses et les concepts qu'elle découvre, bien sûr. Si tu joins l'enquête et la critique, l'enquête critique, et que tu fais du chemin quand même. Tu fais du chemin. Et du chemin, il nous reste à en faire, aux côtés de Pièces et main-d'œuvre, dont on vient de découvrir la méthode, l'enquête critique et son importance. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Partagez bien sûr ce podcast s'il vous a plu, c'est la meilleure façon de nous soutenir. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour le 3e épisode de notre feuilleton Face au monde machine. Cette fois, on réfléchira à ce que peut signifier vivre contre son temps. À la semaine prochaine. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni technomètre, vive la liberté et vive l'anarchie.